Pourquoi Harry Truman a-t-il choisi de nourrir une ville assiégée depuis le ciel, plutôt que d'y envoyer des chars ou de s'en aller en la laissant mourir de faim à l'été 1948, Berlin-Ouest était censé s'asphyxier en silence. Le 24 juin 1948, Staline coupa toutes les routes, toutes les voies ferrées et toutes les voies navigables menant aux secteurs occidentaux de la ville, contrôlés par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Les trains de marchandises s'arrêtèrent, les barges furent refoulées, les centrales électriques alimentant Berlin-Ouest furent mises hors service. En quelques jours, plus de 2,5 millions de personnes se retrouvèrent face à des réserves de charbon vides, des stocks de nourriture en chute libre et la perspective très réelle de la faim et de l'hiver dans les ruines d'une Allemagne vaincue. À Washington, les conseillers de Truman furent clairs, briser le blocus par la force signifiait risquer une troisième guerre mondiale. Abandonner Berlin signifiait offrir à Staline une victoire sans effusion de sang et montrer à toute l'Europe que les promesses américaines ne valaient rien. Entre la guerre nucléaire et l'humiliation, Truman choisit une troisième option qui paraissait folle sur le papier: sauver Berlin par les airs, transformer les avions en avions cargo servant de ligne de vie, faire voler chaque sac de farine, chaque tonne de charbon, chaque goutte de médicaments dont la ville avait besoin, 24 heures sur 24, dans des couloirs aériens étroits, que les Soviétiques pouvaient fermer ou provoquer à tout moment. Ce serait une bataille sans balles, menée avec des sacs de blé, des fûts de carburant, du lait en poudre et des barres de chocolat commandées non pas par un général flamboyant, mais par un ancien chapelier du Missouri qui refusait de reculer. Le pont aérien de Berlin deviendrait le chef-d'œuvre silencieux de Truman et la première grande défaite de Staline dans la guerre froide. Pour comprendre comment Truman se retrouva à miser sur une idée aussi folle, il faut revenir aux ruines de 1945. Lorsque l'Allemagne nazie se rendit, les Alliés ne se contentèrent pas de renverser Hitler, puis de rentrer chez eux. Ils découpèrent le pays en 4 zones d'occupation américaine, britannique, française et soviétique. Au cœur de la zone soviétique se trouvait l'ancienne capitale, Berlin. Et selon les accords alliés, elle fut elle aussi divisée en 4 parties. Cela créait une petite enclave occidentale, les secteurs américains, britanniques et français, posés comme une île à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire contrôlé par Staline. Au début, tout le monde souriait pour les caméras photos de victoire des 3 grands, défilaient avec drapeau discours sur la construction d'une nouvelle Europe pacifique. Mais entre 1945 et 1947, le climat devint glacé. Staline s'empressa d'installer des gouvernements communistes en Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Allemagne de l'Est, créant une ceinture d'États loyaux à Moscou. À Washington, Truman et ses conseillers virent les urnes se transformer en régimes à parti unique et conclurent que les chars et la police secrète soviétique remplaçaient simplement ceux des nazis. Puis vint le plan Marshall, en 1947, un vaste programme américain visant à injecter des milliards de dollars dans la reconstruction de l'Europe de l'Ouest. Pour Washington, c'était un sauvetage économique. Pour Staline, cela ressemblait à une prise de contrôle hostile, le dollar achetant de l'influence et menaçant sa mainmise sur un continent ravagé. Et au centre de cette nouvelle ligne de fracture se trouvait Berlin. Les secteurs occidentaux, en particulier Berlin-Ouest, dépendaient presque entièrement de lignes ferroviaires et de routes traversant l'Allemagne de l'Est, contrôlées par les Soviétiques. Chaque sac de farine, chaque tonne de charbon, chaque caisse de médicaments
devait traverser un territoire que Staline contrôlait. Il ne pouvait pas encore chasser les troupes américaines avec des chars sans risquer une guerre ouverte, mais il pouvait serrer lentement la vis en coupant le robinet. Berlin n'était plus une simple ville allemande en ruine, c'était un point de pression et les deux camps le savaient. Le 24 juin 1948, Staline cessa de resserrer la vis et claqua la porte. Du jour au lendemain, les autorités soviétiques annoncèrent que des difficultés techniques et des problèmes de trafic exigeaient la fermeture des lignes ferroviaires reliant les zones occidentales à Berlin. Les trains de marchandises furent renvoyés, les camions stoppés au point de contrôle, les barges refusées sur les canaux. En quelques heures, toutes les voies ferroviaires, routières et fluviales reliant Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest furent coupées. Ce n'était pas un malentendu, c'était un blocus délibéré. Le message envoyé à Washington, Londres et Paris était simple: abandonnez vos projets ou abandonnez cette ville. Le déclencheur immédiat fut une question technique dont aucun Berlinois ordinaire ne se souciait vraiment, l'introduction d'une nouvelle monnaie occidentale, le Deutsche Mark. Dans les zones américaines, britanniques et françaises, la vieille Reichsmark n'était plus qu'un chaos d'inflation et de marché noir. Sans monnaie stable, toute reconstruction de l'Allemagne était vouée à l'échec. Pour Staline, une économie ouest-allemande forte et liée aux États-Unis était un cauchemar. Lorsque les puissances occidentales étendirent le Deutsche Mark à leur secteur berlinois, il y vit une provocation directe à l'intérieur de sa propre zone. Le blocus fut sa réponse. Mais derrière la dispute monétaire se cachait un objectif plus vaste, forcer l'Ouest à reconnaître que Berlin, situé profondément dans la zone soviétique, était indéfendable. Si Truman et ses partenaires acceptèrent les faits accomplis et se retirèrent discrètement, Staline obtiendrait une immense victoire de propagande sans tirer un seul coup de feu. Presque immédiatement, les lumières s'éteignirent. Les centrales électriques alimentant Berlin-Ouest se trouvaient dans le secteur soviétique, et cette nuit-là, leur production fut coupée. Les tramways s'arrêtèrent, les réfrigérateurs se réchauffèrent, les ateliers et les usines tombèrent silencieux. Les stocks alimentaires dans les secteurs occidentaux ne se comptaient plus qu'en semaines, les réserves de charbon en jours. Les garnisons occidentales disposaient de suffisamment de munitions, mais cela n'avait aucune importance si les civils qu'elles devaient en protéger gelaient et mouraient de faim. En fermant les voies de ferrée et en coupant l'électricité, Staline n'avait pas seulement contesté les droits des Alliés à Berlin. Il avait placé un pistolet sur la tempe de 2,5 millions de personnes et défiait Truman d'agir. Sur le papier, Truman avait parfaitement le droit de briser le blocus. Les accords de 1945 garantissaient aux Alliés occidentaux l'accès à Berlin par des autoroutes, des lignes ferroviaires et des couloirs aériens désignés. Les généraux américains pouvaient brandir les documents et dire « Si nos convois sont bloqués, nous envoyons les chars ». Simple comme bonjour. Certains au Pentagone préconisaient exactement cela. Assembler une colonne blindée, la faire avancer sur l'autobahn vers Berlin et d'offier les soviétiques de tirer les premiers. Mais tout le monde savait ce que signifiait vraiment ce pari. Nous étions en 1948, pas en 1914. Les deux camps étaient désormais des puissances nucléaires en devenir. Et la mémoire d'une guerre mondiale qui s'était achevée seulement 3 ans plus tôt était encore vive. Si des troupes soviétiques avaient ouvert le feu sur un convoi américain, Washington aurait-il réellement pu se permettre de reculer? Si des bombardiers américains avaient frappé des positions soviétiques pour protéger leurs soldats, Moscou aurait-il pu ne pas répondre?
Un accrochage local autour d'un simple différend d'accès routier risquait de se transformer en quelque chose de bien pire, une troisième guerre mondiale, cette fois, avec bombardements stratégiques et armes atomiques. Dès le début, un autre problème se posait. L'Occident n'était pas encore lié par une alliance militaire formelle. L'OTAN ne serait créée qu'en 1949. À la mi-1948, la France était épuisée. La Grande-Bretagne était presque en faillite, et une grande partie de l'Europe occidentale se relevait encore des décombres. Peu de gouvernements étaient prêts à annoncer à leur population « Nous risquons de repartir en guerre pour Berlin ». Dans ce climat, une seule erreur de calcul sur une route d'Allemagne de l'Est pouvait briser la confiance européenne dans le jugement américain. Truman comprenait que s'il envoyait des chars vers Berlin et perdait son sang-froid en chemin, la crédibilité américaine serait détruite. S'il poussait jusqu'au bout et que les Soviétiques ripostaient des millions de personnes, pourraient mourir. Pourtant, ne rien faire accepter le blocus et partir reviendrait à dire silencieusement au monde que la pression soviétique fonctionnait et que les promesses américaines ne valaient rien. Entre déclencher un cataclysme et avaler l'humiliation, le président avait besoin d'une autre solution. Quelque chose qui paraissait presque impossible, une manière de tenir Berlin, sans tirer un seul coup de feu et sans donner à Staline le prétexte de déclencher une guerre. Les conseillers de Truman continuèrent à chercher une troisième option, quelque chose entre la reddition et l'Armagédon. Mais rien n'avait de sens jusqu'à ce que le général Lucius D. Clay, le commandant en Allemagne dur et franc, propose ce qui ressemblait à une hallucination logistique. Si les routes, les rails et les rivières étaient fermées, alors ravitailler entièrement la ville par les airs nourrir 2,5 millions de personnes, avec des avions cargo, remplacer chaque camion par un C-47, transformer le ciel allemand en tapis roulant de survie. Personne à Washington ne croyait que cela pouvait fonctionner. Berlin avait besoin d'au moins 5000 tonnes de nourriture de charbon et de médicaments chaque jour, simplement pour survivre bien plus que n'importe quelle opération de transport aérien dans l'histoire. Le charbon seul semblait impossible. Comment faire voler des milliers de tonnes de roches noires et sales dans des couloirs aériens étroits, sous la pluie, dans l'obscurité et le brouillard, sans perdre avions et équipage. Les vétérans de la guerre aérienne en Europe se souvenaient de la facilité avec laquelle le mauvais temps pouvait clouer au sol des escadres entières. Les aérodromes de Berlin-Tempelhof et Gatow étaient déjà saturés. En hiver, ils gelaient. En automne, ils se noyaient dans le brouillard. Même en été, des nuages bas pouvaient forcer les pilotes à des atterrissages presque à l'aveugle. Clay ne prétendait pas que le plan était sûr. Il affirmait seulement qu'il était possible. Et surtout, il permettait à l'Ouest de tenir Berlin sans tirer un seul coup de feu. Truman écouta, puis il prononça la phrase qui fixa le ton de toute la crise. « Nous restons à Berlin. Nous ne partons pas. Pas de cris, pas de théâtralité, seulement la détermination calme d'un homme dont la décision était prise. » En quelques heures, les ordres furent donnés. Les États-Unis lancèrent l'opération Wittles. Les Britanniques lancèrent l'opération Plainfare. Les C-47 Dakota et les plus grands C-54 Skymaster furent rappelés de tous les théâtres disponibles. Les pilotes furent rappelés de permission. Les mécaniciens dormaient dans les hangars pour maintenir les avions en vol jour et nuit. Le 26 juin 1948, seulement 2 jours après que Staline eut scellé la ville, le premier avion de transport américain descendit vers Tempelhof, ses roues touchant la piste avec des sacs de farine attachés à l'intérieur.
Cet unique atterrissage marqua le début de l'un des paris humanitaires les plus audacieux de toute la guerre froide. C'était risqué, improvisé et mathématiquement insensé. Mais cela portait la signature de Truman, un refus d'abandonner les populations dépendantes de l'Amérique et une volonté d'affronter Staline sans jamais lui donner une excuse pour tirer. Le pont aérien de Berlin avait commencé, et le monde allait assister à une guerre silencieuse, menée avec des manifestes de cargaison plutôt qu'avec de l'artillerie. Les premières semaines montrèrent à quel point ce pari serait brutal. Au début, le pont aérien ne rassemblait qu'1 ou 2 milliers de tonnes par jour, suffisant pour empêcher Berlin de s'effondrer, mais pas assez pour inquiéter qui que ce soit à Moscou. Alors, les Américains et les Britanniques firent quelque chose de très peu glamour et très américain. Ils traitèrent toute l'opération comme un problème d'usine. Chaque étape fut mesurée, chronométrée et optimisée. Combien de temps pour décharger un C-54? Combien d'hommes pour rouler le charbon hors de l'avion? À quelle vitesse un pilote pouvait-il se retourner et redécoller? À l'automne 1948, le pont aérien ne ressemblait plus à une opération d'urgence, mais à une chaîne de montage dans le ciel. De nouvelles procédures réduisirent les temps de déchargement à quelques minutes. Les équipes au sol travaillaient sous des projecteurs. Des civils allemands se portèrent volontaires pour transporter des sacs balayés, les pistes réparer des palettes, tout pour gagner quelques secondes. Un 3e aérodrome Tegel fut créé de toutes pièces dans le secteur français, construit en un temps record à partir de décombres et de marécages, principalement par des Berlinois armés d'outils rudimentaires et d'un entêtement farouche. Les chiffres explosèrent. En décembre 1948, les Alliés occidentaux effectuaient environ 1400 vols par jour vers la ville. Au plus fort de l'opération, un avion atterrissait ou décollait à Berlin toutes les 30 secondes, jour et nuit, sous la pluie, le vent, la neige et le brouillard. Le ciel au-dessus de la ville était rempli du vrombissement constant des moteurs C-47 et C-54 américains Yorks et Dakota britanniques, faisant la navette sans fin dans les couloirs aériens étroits, définis en 1945. Les pilotes plaisantaient en disant qu'ils ne volaient plus des missions individuelles. Ils étaient des boulons dans une gigantesque machine. Beaucoup dormaient dans leur siège, entre 2 rotations, prenant quelques minutes de repos, pendant que les équipes au sol se précipitaient autour de l'appareil. Certains effectuaient 3, 4, voire 5 allers-retours par jour, si familiers avec l'approche de Tempelhof ou de Gatow, qu'ils auraient presque pu la voler, les yeux fermés, même s'ils ne l'auraient jamais osé. Chaque chargement semblait minuscule, comparé à la fin d'une ville entière. Mais ensemble, la quantité totale ne cessait de grimper. Du charbon pour les centrales électriques de la farine, pour les boulangeries du sel, des médicaments, des pièces mécaniques. Le pont aérien était devenu une course implacable contre le temps, la météo, et l'espoir soviétique que l'Occident finirait simplement par manquer de patience ou de carburant. Au lieu de cela, le rythme ne cessait d'augmenter, tout comme les chances de survie de Berlin. Pourtant, au milieu du vacarme logistique et du grondement des moteurs, le moment le plus inoubliable du pont aérien ne vint ni d'un général, ni d'un président, mais d'un pilote américain, discret, un appareil photo autour du cou. Lors d'une rare pause, au sol, le lieutenant Gail Halvorsen s'approcha de la clôture, à Tempelhof, et trouva un groupe d'enfants berlinois, debout là, maigres polis, curieux et déterminés à ne pas mendier. Ils lui dirent qu'ils ne voulaient pas de nourriture venant de lui. Ils voulaient simplement la liberté, quelque chose qu'aucun avion ne pouvait livrer.
Touché par leur calme dignité, Halvorsen fouilla dans ses poches, trouva 2 bâtons de chewing-gum, les déchira en morceaux et observa les enfants les partager, passant même les emballages pour sentir la douceur. Sur-le-champ, il fit une promesse. La prochaine fois qu'il survolerait Berlin, il larguerait des bonbons pour eux. « Comment saurons-nous quel avion est le vôtre ?» demanda un enfant. Halvorsen sourit. « Je ferai osciller mes ailes. » Ce minuscule geste devint une légende. Avant chaque approche, Halvorsen faisait basculer son C-54 de gauche à droite. En dessous, les enfants criaient, montraient du doigt, puis se dispersaient, tandis que de petits parachutes, faits de mouchoirs, descendaient lentement des paquets de chocolat de chewing-gum et de friandises attachées avec de la ficelle. La nouvelle se répandit, et bientôt les journaux l'appelèrent le Candy Bomber, ou même l'oncle Else frémissante de Berlin. Les écoliers américains envoyèrent des bonbons en Allemagne. Les équipages aériens donnèrent leurs rations. Les Berlinois commencèrent à écrire des lettres pour remercier les inconnus qui offraient à leurs enfants quelque chose qu'ils n'avaient pas goûté depuis des années de la joie. Ce que fit Halvorsen n'eut aucun impact sur les graphiques de tonnage affichés dans les centres de commandement du pont aérien. Pourtant, cela changea tout ce que les chiffres ne pouvaient pas mesurer. Dans une ville marquée par la famine, les cratères de bombes et la peur politique, une poignée de barres chocolatées, tombant du ciel, devint le symbole d'un avenir différent, un avenir où l'Ouest n'était pas une armée d'occupation, mais une bouée de sauvetage. Ces petits parachutes devinrent des icônes d'espoir dans la phase la plus froide et la plus précoce de la guerre froide. Et pour Staline, l'effet visuel était un cauchemar. Comment écraser une ville quand votre rival distribue des bonbons à ses enfants? Le pont aérien de Berlin prouvait non seulement la force de la logistique américaine, mais aussi la puissance de l'humanité américaine. Début 1949, le blocus n'était plus le piège que Staline avait imaginé. Il devenait une gêne, les graphiques de tonnage racontaient une histoire qu'il ne voulait pas lire semaine après semaine. Le pont aérien non seulement survivait, mais s'améliorait. Les livraisons de charbon augmentaient, les arrivées de nourriture se stabilisaient, les Berlinois censés céder sous la pression se ralliaient au contraire aux puissances occidentales. L'acte même destiné à briser leur volonté la renforçait. Pire encore, pour Moscou, le récit mondial lui échappait. Le monde regardait les avions américains et britanniques larguer des vivres et des bonbons dans une ville que les soviétiques tentaient de geler dans la soumission. Au lieu de discréditer l'Ouest, le blocus faisait passer les soviétiques pour les méchants de la nouvelle ère. Diplomatiquement, la pression montait aussi. L'unité occidentale, loin de se fissurer, se solidifiait à Washington, Londres et Paris. Le pont aérien était devenu un symbole de détermination en Europe de l'Ouest. Il alimenta le soutien à un pacte de défense collective qui deviendrait bientôt l'OTAN. Staline se retrouvait piégé par sa propre stratégie. S'il escaladait, s'il tentait d'interférer avec les couloirs aériens convenus en 1945, il risquait un affrontement direct avec les États-Unis, quelque chose qu'il ne voulait pas. Mais s'il poursuivait le blocus, il ne faisait que renforcer la position de Truman et aliéner davantage la population berlinoise qu'il espérait rallier. Après 11 mois, il était clair que le blocus ne chassait pas l'ouest de Berlin, il l'y enfonçait. Ainsi, avant l'aube du 12 mai 1949, sans cérémonie ni excuse, les autorités soviétiques rouvrirent les routes, les voies d'eau ferrée et les voies navigables vers Berlin-Ouest. Le blocus était terminé. Pourtant, le pont aérien ne s'arrêta pas. Truman et Clay le maintinrent jusqu'au 30 septembre 1949, constituant des stocks de réserve
pour que la ville ne soit plus jamais prise en otage par un simple geste d'humeur de Staline. Lorsque les chiffres finaux furent établis, les Alliés occidentaux avaient effectué plus de 277 000 missions et livré plus de 2,3 millions de tonnes de ravitaillement, prouvant de la manière la plus littérale possible que Staline avait perdu cette bataille de volonté bien avant de concéder sa défaite. Le ciel avait vaincu le blocus, l'Ouest avait tenu Berlin, et Truman avait remporté l'une des victoires les plus silencieuses, mais les plus déterminantes de la guerre froide. La fin du blocus fit plus que rallumer les lumières de Berlin. Elle reconfigura la carte entière de l'Europe d'après-guerre. Le pont aérien devint la première véritable victoire occidentale de la guerre froide. Un affrontement où les États-Unis et leurs alliés avaient tenu tête à Staline sans tirer un seul coup de feu, ce qui comptait énormément. Pour une Europe épuisée par la guerre, la vision d'avions américains et britanniques affrontant brouillard-glace et accidents jour après jour racontait une histoire simple. Ce n'étaient pas des occupants cherchant une excuse pour partir. C'étaient des partenaires prêts à payer le prix pour rester. Une confiance fragile, en 1945-46, était devenue une conviction. Politiquement, le pont aérien poussa les gouvernements occidentaux vers quelque chose qui aurait paru impensable quelques années plus tôt, une alliance militaire permanente en temps de paix. En avril 1949, alors que le pont aérien se poursuivait encore, 12 nations signèrent le traité de l'Atlantique Nord, créant ce qui deviendrait bientôt l'OTAN, un pacte de sécurité collective fondé sur l'idée qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous. La leçon de Berlin était inscrite dans son ADN, rester unis, et la pression soviétique peut être résistée. En Allemagne même, les lignes se durcirent. En 1949, les zones occidentales devinrent officiellement la République fédérale d'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, ancrée économiquement dans le plan Marshall et politiquement dans l'Alliance occidentale. En réponse, les Soviétiques créèrent dans leur zone la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est. La division de l'Allemagne et de l'Europe n'était plus un arrangement d'occupation, mais une réalité à long terme. Et au centre de ce nouvel ordre se trouvait Harry Truman, autrefois considéré comme un choix compromis du Missouri, désormais largement vu comme l'homme à la colonne vertébrale d'acier. Le pont aérien ne le rendit pas populaire dans tous les sondages. Mais pour les historiens, il deviendrait son heure de gloire, le moment où un président sans éclat prouva silencieusement qu'il pouvait tenir tête à un dictateur. En fin de compte, le pont aérien de Berlin reste l'un de ces rares moments où la puissance ne se mesure pas en division et en ogives, mais en sacs de farine et en barres chocolatées tombant du ciel. Une ville en ruine qui avait contribué à déclencher la guerre la plus meurtrière de l'histoire, fut maintenue en vie, non par la conquête, mais par la compassion. Jour et nuit, le ciel de Berlin bourdonnait d'avions de transport. Au sol, les enfants levaient la tête pour guetter l'oscillation des ailes de Gail Halvorsen. Et loin à Washington, un président simple portant des lunettes épaisses refusait de signer l'ordre qui aurait laissé Berlin mourir silencieusement dans le noir. Harry Truman n'a jamais été un grand stratège comme les historiens aiment en inventer. C'était un ancien fermier et chapelier qui croyait obstinément qu'une promesse comptait, qu'abandonner Berlin reviendrait à abandonner chaque petite nation, coincée entre les empires, et avec elle l'idée même d'un monde libre. Sa réponse à Staline ne fut pas une doctrine brillante, ce fut simplement rester payer le prix et faire confiance à l'idée que la décence pouvait être une forme de force. C'est pourquoi le pont aérien nous parle encore aujourd'hui longtemps après que les pistes se sont tues.
Et quand vous regardez ces images granuleuses en noir et blanc, avions sans fin, visages amaigris derrière des barbelés petits parachutes de bonbons tombant des nuages, posez-vous cette question si vous aviez été à la place de Truman, avec le blocus de Staline, étranglant une ville de 2,5 millions d'âmes. Auriez-vous retiré vos troupes et accepté la perte? Ou auriez-vous tout risqué comme lui pour essayer de sauver Berlin depuis le ciel?